Le phénomène de la fusion est un phénomène d'atomisation de la conscience inférieure humaine, afin de permettre le raccord parfait entre l'énergie du rayon et le mortel. Le mortel est sans puissance en dehors de ce rayon et ne peut gravir les paliers de l'évolution cosmique sans ce lien, sans ce rapport avec le rayon. Or, le rayon recherche l'union avec le mortel, car le rayon ne peut continuer son évolution seul lorsque l'esprit a été rendu à la forme par incarnation. Le rayon doit revenir vers le mortel et l'élever en vibration, afin que le mortel devienne non pas égal à lui, mais pareil à lui en fonction, c'est-à-dire créateur. Un des grands mythes de l'humanité, c'est que l'homme est une créature, alors que seule la forme humaine matérielle convient d'être appelée créature, alors que l'esprit de l'homme n'a rien de commun avec la création de la forme, qui n'est qu'un vaisseau pour l'esprit en évolution. L'homme a tellement identifié sa forme avec son esprit, perdu de vue que la forme humaine n'a rien de commun avec l'homme réel et ne représente que l'époque constructive et évolutive d'une forme qui ne servira parfaitement l'esprit de l'homme qu'après la fin de la 5e sourasse. Il y a des êtres sur Terre qui ont emprunté la forme humaine afin de se mélanger à l'homme, mais qui ne sont, à aucun niveau d'expérience, liés à l'involution de l'homme ou de sa forme. Ces êtres ont leur propre forme et peuvent à volonté la laisser pour en prendre temporairement une autre, afin de servir de pont entre l'homme inconscient et l'homme cosmique, qui foulera un jour le globe terrestre. La fusion est le début de ce processus, qui enlèvera le pouvoir de conscience à la forme pour la rendre à l'esprit, afin de neutraliser sur la terre le pouvoir de la forme et de ses sens, aux dépens du pouvoir de l'esprit, au-delà des sens, qui ne sont que la conscience de la forme. Si les sens sont la conscience de la forme, de l'homme inconscient, il est évident qu'il est très loin de connaître la conscience réelle, qui est le pouvoir de l'esprit au-delà de la forme, et tant que ce pouvoir de la conscience réelle, de la conscience supramentale et de l'esprit ne seront pas unifiés dans l'homme, il n'existera sur Terre qu'un homme incomplet, c'est-à-dire une forme avancée de l'involution, dont la conscience primaire ne pourra que réfléchir une réalité subordonnée à ses sens et à la fois incapable de s'harmoniser à l'esprit, c'est-à-dire à la conscience atomique de l'homme. La conscience atomique de l'homme existe au-delà de la forme, puisqu'elle est libre du temps et de l'espace. Mais elle est vulnérable, c'est-à-dire prisonnière des sens, car les sens ont le pouvoir de rendre sensible ce qui leur est le plus familier, c'est-à-dire la matière. Et tant que cette conscience atomique n'a pas suffisamment bouleversé l'équilibre millénaire des principes humains inférieurs, il lui est impossible de se réaliser, de se manifester concrètement dans les mondes inférieurs, qui constituent la réalité imparfaite de l'homme en évolution. C'est pourquoi la fusion, c'est-à-dire l'élévation vibratoire de la conscience humaine par le rayon, engendre chez le mortel une union entre son esprit et l'intelligence universelle, afin que son esprit puisse se libérer du pouvoir de la forme, qui s'est installé en lui depuis son avènement dans la matière. La fusion est le processus d'atomisation qui crée chez le mortel une nouvelle conscience, c'est-à-dire une nouvelle couche d'énergie
tellement puissante que la forme ne peut plus nourrir l'esprit par les sens, mais se voit obligée de ne lui servir que de médium à travers lequel il évolue pour perfectionner son rapport étroit avec le rayon. Lorsque la conscience atomique de l'homme est suffisamment avancée, le rayon ne crée plus de souffrance dans l'homme, car ce dernier vit sa vie matérielle en harmonie avec la conscience de son esprit. Mais tant que ce stage n'est pas terminé, la souffrance, c'est-à-dire le processus d'atomisation, doit se poursuivre afin que les principes inférieurs soient suffisamment conscientisés ou élevés en vibration pour que l'esprit ne soit plus prisonnier de la forme. La conscience atomique du mortel élève en lui le pouvoir de l'intelligence et de la volonté cosmique, de sorte que le stage suivant la mortalité, c'est-à-dire l'immortalité, entre dans sa finalisation. Pour que l'homme cesse d'opérer selon la loi de ses sens, pour enfin évoluer selon la loi de son esprit. La fusion engendre un rapport ultime entre l'esprit de l'homme et le rayon, et donne par le fait même le pouvoir du rayon à l'esprit de l'homme. Et c'est la transmission de ce pouvoir qui rend l'homme, ou le surhomme, maître de sa destinée, et qui intègre en une ligne canal toutes les expériences antérieures, et fait de cette ligne canal le passage direct de toute la mémoire expérientielle qui a servi au cours des âges à perfectionner la vie sur Terre. De cette ligne canal, de cette mémoire, naît une science nouvelle ou la science cosmique. Pour que la fusion s'établisse chez l'homme, ce dernier doit prendre conscience de l'intelligence à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire de l'intelligence de l'ajusteur de pensée, car ce n'est qu'en relation avec cette expérience qu'il pourra diminuer le pouvoir de sa pensée personnelle et de ses sentiments qui bloquent la puissance de son esprit. Tant que l'esprit n'a pas été choqué par le rayon, tant que la forme n'a pas été secouée dans son esprit, il lui est impossible de réaliser la présence en lui d'une intelligence objective, et sans cette réalisation, l'ego inconscient s'en remettra au sens pour juger de lui-même et de la vie, de sorte qu'il ne pourra pas subir le processus d'atomisation qui provient du choc entre le rayon et la forme. L'union de l'esprit avec l'intelligence universelle ou son énergie ne peut s'opérer en profondeur que par atomisation de la conscience, car la forme est un voile qui enveloppe l'ego, et cet enveloppement crée une séparation vibratoire entre l'ego et l'intelligence universelle. Or, cette séparation, ce voile, ne peut être brisé par une autre forme. Il ne peut être éliminé de la conscience égoïque que par énergisation du rayon sur et à travers ses principes inférieurs. De là le choc, de là la souffrance. Mais lorsque l'ego est suffisamment libre du voile de la forme, cette souffrance vibratoire est purement d'ordre vibratoire et ne l'affecte plus psychologiquement, de sorte que la fusion procède à un rythme plus rapide. La conscience de l'homme, sa conscience réelle, est une conscience atomique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus le résultat d'une réflexion quelconque, mais d'une infusion d'énergie qui active ses principes et vitalise ses principes, c'est-à-dire les harmonise à la vibration du rayon. L'effet d'atomisation de la conscience humaine ne se reconnaît dans toute son objectivité que lorsque l'être conscient a été libéré de la forme et de son emprise, et que son esprit lui donne conscience des mondes parallèles en dehors de la sphère inférieure de la conscience astrale. C'est alors que l'homme conscient réalise que sa conscience atomique est en fait réellement
la conscience de l'esprit libéré des chaînes d'illusion qui caractérisent les mondes inférieurs de l'expérience. L'ajusteur de pensée, par fusion, peut alors se présenter à l'esprit de l'être conscient sous la forme d'une énergie pure et puissante qui anime son esprit et lui donne le pouvoir de créer et de voyager librement dans le monde de l'esprit. Or, le monde de l'esprit n'est plus le monde de l'astral, mais le monde de l'énergie pure que reconnaît l'esprit, car lui-même est devenu énergie pure, car la forme n'est plus là pour bloquer sa vision parfaite de l'éther. Lorsque l'esprit de l'homme est libre de la mémoire de la forme et pénètre dans l'énergie de l'intelligence, sa mémoire devient instantanée et créative, de sorte qu'il est instantanément informé de ce qu'il doit savoir pour exécuter le travail. La fusion et l'atomisation de la conscience fait partie de l'œuvre de l'ajusteur de pensée. Mais cette œuvre dépend aussi de la collaboration des autres personnalités expérientielles qui évoluent sur les plans invisibles de l'astral et qui font partie de la multidimensionnalité de l'esprit humain. L'homme n'est pas seulement ce qui se retrouve sur le plan matériel, mais il est aussi toutes ces facettes d'expérience qui longent le corridor du temps et qui œuvrent en même temps que sa personnalité matérielle. Et l'ajusteur de pensée doit intégrer toute cette tapisserie de vie qui évolue et qui font partie de l'homme qui va vers la fusion. L'être qui va vers la fusion doit un jour connaître et reconnaître toutes ces parties de lui-même que les anciens appelaient l'âme de l'homme, c'est-à-dire la mémoire de l'homme. Or, l'âme de l'homme ou sa mémoire est la totalité de toutes ces personnalités qui font partie d'un seul être, l'homme conscient et supramental et fusionné, c'est-à-dire l'être supraconscient de demain, l'être qui ne pourra plus s'identifier simplement à une personnalité, mais devra reconnaître un grand nombre de personnalités qui font partie de l'expérience passée de l'esprit, c'est-à-dire de tout ce qui fut vécu et expérimenté et lié en un tout qui doit être harmonisé avec l'ajusteur de pensée. En fait, l'ajusteur de pensée n'est nul autre que cette totalité d'intelligence qui correspond par expérience à la totalité des expériences de personnalités diverses, qui aboutissent lors de la fusion dans la grande conscience de l'immortel. Je ne dis pas, remarquez bien, que l'ajusteur de pensée est la totalité des expériences de personnalité, mais qu'il représente l'harmonisation de toutes ces personnalités. Autrement dit, s'il n'y avait pas d'ajusteur de pensée, ce serait impossible à l'homme d'être intégré à toutes les personnalités qui ont œuvré pour l'évolution d'un même esprit, car l'esprit de l'homme doit être parfaitement éclairé pour reconnaître parfaitement les personnalités qui ont expérimentalement servi à son évolution vers la fusion. Lorsque ces diverses et souvent divergentes personnalités apparaissent dans la vie astrale de l'homme, il ne peut les reconnaître et peut même en souffrir, car il n'a pas la vibration suffisamment ajustée pour les reconnaître, et n'ayant pas la vibration, il souffre de leur présence ou est emporté par leur présence, ce qui, dans les deux cas, ne lui sert point, car il n'a pas le pouvoir de se servir de la mémoire que représente leur expérience. Il est alors forcé de vivre une expérience astrale où le temps lui échappe, c'est-à-dire qu'il est incapable de passer d'une personnalité à une autre afin de réaliser la totalité de l'expérience accumulative qui s'étend sur une échelle énorme de temps à travers les âges et les mondes de la galaxie. Seule la fusion permet que l'esprit de l'homme puisse vaincre le temps de la conscience astrale et s'imprégner instantanément de l'expérience énorme qui constitue la mémoire de l'âme. C'est pourquoi l'être humain inconscient doit subir une période de temps où l'ego inconscient
où l'ego qui va vers la conscience se voit forcé de vivre non pas selon son corps de désir, mais selon la vibration du rayon en lui, qui le pousse inexorablement vers la fusion avec l'ajusteur de pensée. Ce rayonnement augmente en puissance avec le temps, mais l'esprit devient de plus en plus fort, de sorte que la fusion grandit jusqu'au jour où l'homme n'est plus seulement une personnalité matérielle et expérientielle, comme tant d'autres, faisant partie de la mémoire de l'âme, mais un être supraconscient qui possède toutes les possibilités contenues dans ses expériences personnalisées, qui gravitent autour de lui, mais ne peuvent fondre en lui encore, car son esprit n'est pas encore suffisamment grand et fort pour en supporter la présence et le rapport parfait. La fusion conscientise l'homme, de sorte que son esprit devient non pas l'image de tout ce qui a été vécu expérientiellement, mais la mémoire de toutes ces expériences. Car l'âme, c'est-à-dire la mémoire astrale, a été remplacée par l'énergie de ces expériences, et ce n'est que de cette énergie que vit et construit l'esprit fusionné de l'homme nouveau. La conscience atomique de l'homme est la conscience de l'énergie, et cette énergie n'appartient pas au passé, mais le recrée, c'est-à-dire qu'elle le ramène à l'esprit afin qu'il puisse s'en servir dans le présent pour créer un avenir digne d'une race qui n'est plus expérimentale mais créative. L'univers est un peu comme un grand et vaste domaine où cohabitent une multitude et une variété incommensurables de personnalités, chacune représentant une facette de l'intelligence universelle. Et toutes ces personnalités peuvent être reconnues par l'esprit de l'homme, qui n'est plus lié à la forme, mais fusionné à l'intelligence du rayon, qui le guide dans le temps et lui fait reconnaître l'élément essentiel de toute vie, c'est-à-dire la perfection de l'intelligence. Or, la perfection de l'intelligence ne se vit chez l'homme que selon son pouvoir de supporter la vibration du rayon, qui réorganise la matière de ses principes, afin de les rendre sensibles à d'autres plans, à d'autres réalités, qui ne conviennent pas à ses sens, mais à son esprit. Or, son esprit est le chef-lieu de toute intelligence réelle, puisque seul son esprit peut vivre d'énergie. Seul son esprit peut supporter le vide plein de la conscience universelle. Seul son esprit peut participer à ce qui ne se décrit pas par les mots, car les mots sont les limites mentales de la forme. C'est pourquoi la fusion ne s'achève que dans le temps fixé par l'ajusteur de pensée, et non dans le temps désiré par l'homme, car ce dernier ne connaît pas les lois de l'énergie. Il ne connaît que sa fatigue, mais il ne réalise pas non plus que sa fatigue fait aussi partie des lois de l'énergie qui cherchent à transmuter tout ce qui peut élever la vibration de l'esprit, pour que l'homme un jour soit libre des forces qui le dominent et qui assurent la continuité de l'ignorance sur la terre. La conscience atomique de l'homme est la voie par laquelle l'homme entrera dans la matière dont est faite l'intelligence. Et par cette voie, l'homme découvrira pourquoi l'intelligence ne peut être connue ni comprise tant que les sens affligent la vue de l'ego et diminuent le pouvoir de l'esprit. L'homme doit comprendre qu'il est multidimensionnel et que cette multidimensionnalité représente le savoir total de son évolution possible jusqu'à ce jour, de sorte que l'homme doit apprendre à vivre sa vie en fonction d'une infinité qui est le mouvement de son esprit en dehors de son corps matériel, hors des couches astrales, vers les immenses espaces où l'énergie devient le médium même de l'esprit et où l'esprit puise sa force pour se déplacer en dehors des limites imposées à l'âme. Car l'âme de l'homme possède ses limites, et ces limites concordent avec la nature même de l'ego, qui va vers la fusion. Plus l'ego est près de la fusion, plus les limites de l'âme sont repoussées,
car son esprit a déjà dépassé les formes qui font de l'âme une mémoire qui ne peut réfléchir que ce qui est connu. Or, l'homme de demain, alors qu'il aura accès à tout ce que connaîtra ou contiendra la mémoire de l'âme, pourra aller au-delà de ses limites afin de pouvoir connaître le secret des mystères qui ne font pas partie de la mémoire de l'âme, mais du lien ineffable entre l'ajusteur de pensée et le mortel. L'esprit n'est pas une pensée, mais une vibration. Et dès que l'homme a commencé à s'éveiller à son esprit, il ne vit plus de philosophie, mais d'énergie vibratoire. Et cette énergie vibratoire, infinie, devient la nourriture qui nourrit son mental, son émotif, son vital et son physique. La précision de cette vibration donne à son esprit le pouvoir dont il a de besoin pour reconnaître sur le plan matériel ce qui est essentiel et ce qui est superflu, alors qu'elle donne à son esprit, sur les autres plans, la liberté et la joie de connaître et de reconnaître le bien et le mal. Or, le phénomène du bien et du mal est transposé du plan matériel au plan invisible, et voilà que l'être humain sur le plan matériel se voit une fois pour toutes libéré du poids de la connaissance du bien et du mal qui afflige l'homme depuis Adam. Libre du bien et du mal sur le plan matériel, les autres personnalités faisant partie de son esprit s'occupent de veiller à ce que le mal n'interfère plus avec l'évolution de l'homme, alors qu'elle veille en même temps à ce que le bien devienne la nature même de son activité. Alors, il lui est enlevé le désir inconscient des sphères astrales, pour ne connaître que le pouvoir de l'esprit, dont l'énergie le propulse vers les domaines inconnus de l'âme, c'est-à-dire la conscience morontielle, qui est un lieu total en lui-même, fait de la partie universelle de l'ajusteur de pensée et de la partie cosmique du mortel en fusion. Ce lieu, total dans sa perfection, est le paradis de l'esprit, où l'être fusionné puise sa grande sagesse, sa grande intelligence et sa grande force pour créer et aider à créer des univers nouveaux, des conditions nouvelles qui ne sont pas sous le pouvoir des forces de l'évolution, mais sous le pouvoir des forces de la lumière. Mais tant que l'homme n'a pas goûté de son esprit et qu'il n'a pas connu la conscience morontielle, c'est-à-dire la conscience faite de l'esprit sans forme et du rayon qui le lie à l'ajusteur de pensée, il ne réalise pas la valeur de sa souffrance vibratoire et souffre de cette souffrance, jusqu'à ce que son esprit soit suffisamment dans l'énergie de l'intelligence pour voir que même la souffrance a sa place. S'il peut voir ceci, il souffre de la souffrance, mais l'intelligence de la souffrance la rend supportable et ne permet pas qu'elle affecte son mental ni son émotif, mais simplement son vital et son système nerveux. Et lorsque la souffrance vibratoire qui mène l'homme à la fusion n'affecte que ces deux principes inférieurs, déjà l'homme ne fait plus partie de la 5e sourace, car il ne peut plus alors pleurer sur sa condition humaine, car déjà elle est dépassée. L'atomisation de la conscience humaine relève du bombardement continu de ses corps subtils, par voie de rayonnement, à partir de ces dimensions où l'ego n'a plus le pouvoir de neutralisation par quelque acte ce soit, même le sommeil. Ce bombardement d'énergie vibratoire est soutenu par des intelligences qui visent à fusionner avec l'homme, afin de le retirer de la conscience expérimentale, qui risque de plonger aujourd'hui la planète dans le plus grand et le plus dangereux des cycles de violence qu'elle aura connus depuis le début des civilisations. Ces forces intelligentes et puissantes ne peuvent s'opposer universellement à la conscience expérimentale, car elles ne peuvent s'allier à l'homme que selon la nature de son esprit. Mais elles peuvent et feront en sorte que même si la planète devait subir le choc infernal du feu,
un certain nombre d'hommes puissent échapper à cet holocauste. Et c'est pour cette raison que maintenant, de plus en plus d'êtres humains venant de toutes les parties du globe se voient soumis à une transformation vibratoire de leur conscience expérimentale afin d'élever suffisamment la vibration de leur corps subtil pour que l'esprit de ces hommes soit libéré à temps du corps matériel pour qu'ils puissent se regrouper mondialement dans un endroit sûr et parfaitement à l'abri de la destruction qui marquera la fin du cycle. Or, l'atomisation de la conscience créera les conditions nécessaires qui permettront à ces hommes de faire contact éventuellement avec d'autres forces supra-humaines qui viendront les chercher pour les protéger lorsque la Terre deviendra inhabitable pendant la période qui suivra l'Holocauste. Il est donné de savoir que ceux-là qui auront la sensibilité et l'intuition sauront reconnaître ce qui se passe en eux et vivront ces changements avec l'aide qui leur sera apportée pour bien comprendre leurs conditions. Une société fantôme apparaîtra avant la fin du cycle pour préparer la rencontre de ces hommes et faciliter leur éloignement vers un centre sûr et hospitalier. Ceux qui s'occuperont de cette activité seront reconnus par les autres à cause d'une capacité psychique qui leur aura été donnée pour faciliter le lien amical et fraternel au-delà des barrières de la personnalité et de la culture et de la langue. L'homme ne détient plus le pouvoir sur la terre. D'ailleurs, il ne l'a jamais détenu. Mais par le passé, ce pouvoir pouvait lui sembler plus près de son centre de décision. Mais vient le temps où même les chefs d'État se verront dans l'obligation de réaliser que des forces travaillent à travers eux et que tous les hommes œuvrent pour un camp ou pour un autre. Cette réalisation créera la tension nerveuse nécessaire pour que même les chefs d'État se sentent obligés d'agir dans telle ou telle direction, car la pression d'agir sera plus forte que la raison opposée. L'URSS ouvrira le feu avec ses alliés sur le monde occidental. Et la conscience de l'homme se verra obligée de dépasser la condition humaine pour survivre. Et c'est pour cette raison que l'accroissement vibratoire de ceux qui auront été sensibilisés à l'intelligence supérieure les mènera à une conscience autre qui débouchera sur le pouvoir de l'esprit. Et c'est à partir de ce pouvoir de l'esprit que ces hommes se réuniront pour pénétrer dans les lieux secrets de la planète, d'où une nouvelle civilisation prendra place, dont le gouvernement invisible dirigera et influera sur les nations à venir. Les nations ne représentent pas tout le patrimoine du globe. Ceci est une illusion du mortel. Les nations font partie de la loi matérielle de l'énergie, et cette loi matérielle de l'énergie peut être suspendue si un nombre d'hommes conscients ont le pouvoir de s'en remettre à ceux qui déterminent la balance du pouvoir. Or ceux-là qui ont la puissance de déterminer la balance du pouvoir siègent en dehors des limites de la matière et sont sur le point de se faire reconnaître un peu partout dans le monde, selon la nature de leurs activités. Il ne reste plus à l'homme que de grandir en conscience, afin que son esprit puisse être libéré du corps. Après quoi, l'Apocalypse prendra son cours, sans qu'un seul cheveu ne soit touché de la tête de ceux qui prendront la relève. Le cycle des civilisations et des lois mécaniques tire à sa fin. L'homme ne pourra plus aller plus loin dans la direction qu'il a entrepris de suivre, car ce qu'il exécute physiquement est déjà exécuté sur les plans invisibles, de sorte que la guerre mondiale de demain est déjà commencée là où le secret n'est connu que de ceux-là qui sont dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'énergie de l'intelligence. Il ne reste plus à l'humanité inconsciente que de nourrir son mal et à l'homme conscient de nourrir son esprit. Et tant que les vents de la guerre souffleront,
l'homme conscient continuera à nourrir son esprit, afin de facilement reconnaître ceux qui lui ouvriront les portes de l'avenir. L'homme s'inquiète car il ne connaît pas l'avenir. Le surhomme attend et grandit dans l'intelligence qui lui ouvre le front et lui fait voir la merveille de l'éthérique. La fusion déjà annoncée par ceux qui ont été visités s'apparente avec la résurrection des corps, car elle permettra que la vie se retire et retourne à la forme, puisque l'esprit détient le pouvoir atomique de la conscience inférieure, étant lui-même au-dessus de cette force qui tient serrés les rangs denses de la matière. La fusion permettra à l'humanité de continuer son acheminement vers l'intelligence et la construction de plus en plus perfectionnée d'une société dont les règles se raffineront à un point tel que l'humain d'aujourd'hui sera reconnu comme l'ancêtre. Un peu comme nous pouvons reconnaître les Atlantes comme nos ancêtres. La fusion est tellement importante pour l'homme et l'humanité à la fois que sans elle, la Terre aurait été retournée aux enfers, car ce sont les enfers qui l'ont dominée depuis si longtemps. L'atomisation de la conscience humaine s'accélérera au fur et à mesure que l'humanité entrera dans le cycle final de son évolution. Cette transmutation de la conscience humaine n'aura jamais eu son pareil dans l'histoire de la Terre, et les hommes seront considérés des fils de la lumière car ils seront issus de l'intelligence, et la lumière sera leur pouvoir. La terre entière sera rajeunie et les hommes ne vivront plus dans le passé, car le temps n'aura plus pour eux de secret. La fusion élèvera l'homme au-dessus des lois de la matière et permettra que les anciens des jours établissent sur la terre un poste de commande qui leur permettra d'inaugurer dans le système solaire un nouveau règne pour les fils de l'esprit. Il est difficile pour l'homme d'aujourd'hui de comprendre la nature profonde du phénomène de la fusion, car ce phénomène n'appartient pas à l'ego. C'est un phénomène qui provient de la résultante du perfectionnement du rapport entre l'ajusteur de pensée et le mortel. Et ce phénomène de fusion est tellement empreint de subtilité qui défie l'imagination philosophique ou psychologique de l'homme, laissant sa conscience totalement ouverte au monde extraordinaire de l'énergie, que seul celui qui la vit peut en comprendre les aspects multiples et en comprendre les raffinements inexplicables. Mais l'homme qui va vers la fusion s'aperçoit petit à petit, d'une façon subliminale, qu'effectivement, le phénomène de la fusion est un phénomène de développement d'intelligence et de volonté, dont l'aspect le plus près de l'homme, le plus près de l'ego, lui permet de vivre sa vie matérielle d'une façon qui convient à son esprit. Le reste, le développement futur de la fusion, le perfectionnement des corps de l'homme, l'ajustement de plus en plus délicat du rapport entre l'ajusteur de pensée et l'homme, fait partie de l'expérience du mortel et ce n'est pas à lui de s'inquiéter de ce processus. Mais il doit comprendre, réaliser, dans l'instant où il le peut, que la fusion est un phénomène universel, un phénomène qui ne peut pas être perçu par l'intelligence, par l'intellect, mais un phénomène qui est perçu, ressenti, vécu par l'esprit et qui ne laisse aucune trace de doute dans celui qui commence à en bénéficier certains aspects, c'est-à-dire une plus grande intelligence, une plus grande volonté, une plus grande conscience de vie et un plus grand pouvoir de vie sur les petites choses de chaque jour qui auparavant auraient semblé insurmontable.
La fusion est un phénomène qui relève du secret entre l'homme, le mortel et l'ajusteur de pensée. C'est un phénomène qui est personnel à chacun. C'est un phénomène qui ne peut être apparenté à aucune autre personnalité que soi-même. Mais c'est un phénomène universel qui permet à tous les hommes de réaliser, lorsqu'ils sont dans ce processus d'évolution, que la conscience universelle, l'intelligence universelle, la volonté universelle sont tous liés, font tous partie d'une même énergie, et c'est justement cette unification, cette unité de conscience qui permet aux hommes qui vivront la fusion de reconnaître et de vivre d'un élan d'esprit tellement puissant que les portes de la vie sur le plan matériel ne pourront faire autre chose que de s'ouvrir à eux pour que, éventuellement, ils puissent vivre sur le plan matériel, à travers les événements de la fin de cycle, une vie qui défie la plus grande imagination de celui qui souffre et qui ne peut comprendre l'éventualité de l'Holocauste. Le phénomène de la fusion n'est pas un phénomène quantitatif, c'est un phénomène qualitatif. Chaque individu vit sa fusion à sa façon. Chaque individu bénéficie de son lien avec l'intelligence, selon l'évolution de son esprit, selon le pouvoir de son mental, le pouvoir de son émotif, la vitalité et la corpulence de son corps matériel. La fusion, c'est le passage d'une énergie cosmique dans l'homme, et tous les hommes la vivront à l'échelle de leur capacité. Mais reste que tous les hommes qui vivront la fusion la vivront d'une façon parallèle, c'est-à-dire que celui qui est fusionné et l'autre qui est fusionné et l'autre plus loin qui sera fusionné comprendront tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils comprendront que la vie est au-delà de l'homme, que la vie est dans l'homme, que la vie passe dans l'homme, et que la vie dirige l'évolution de l'homme, et lorsque l'homme est dans l'esprit de la vie, il comprend tout de la vie, et automatiquement comprend tout de ce que la vie veut lui faire comprendre. C'est pourquoi, à ce stage, l'homme ne peut plus souffrir, parce que il n'y a plus d'éléments, d'événements, de conditions dans la vie qui puissent le faire souffrir, parce que déjà, il est au-delà de la condition humaine. Il est au-delà de cette condition qui a, pendant des millénaires, assujetti l'esprit de l'homme à la matière. Maintenant, son esprit est libre, son esprit est capable de soutirer de la vie ce qu'il veut, parce que son esprit est en harmonie parfaite avec la vie. Et c'est pourquoi l'homme fusionné ne peut plus revenir dans le temps, il ne peut qu'aller dans l'avenir et se servir de ce qui a été vécu expérimentalement dans le passé pour construire une nouvelle étape, un nouveau pont vers les étoiles. Voilà un peu ce que veut dire la fusion. Mais remarquez que la fusion ne se vit qu'individuellement et n'a de signification profonde que pour celui qui la vit.